fractions de seconde. Les ingénieurs ont calculé toutes les différences de temps, ce qui donne au système sa précision impressionnante. Si les horloges des satellites ne fonctionnent pas à la même vitesse que celle de la Terre et que vous ne preniez pas cet élément en compte, la position de votre véhicule sera fausse. À 100 mètres sur votre gauche, vous serez arrivé à destination. Lorsqu'on se déplace à une vitesse proche de celle de la lumière, la distorsion du temps n'est qu'un des étranges phénomènes observables. Sur la piste cyclable, Clifford Johnson tente encore d'aller plus loin, tandis que l'espace commence à faire des choses étranges avec lui et son vélo. Imaginons que je sois sur mon vélo, en train d'approcher la vitesse de la lumière. Un observateur verrait par exemple que la longueur de mon vélo, dans la même direction que mon mouvement, est en train de diminuer. En fait, le vélo devient plus court. C'est ce qu'on appelle la contraction des longueurs. Elle est vue par un observateur immobile quand il regarde quelqu'un se déplacer à une vitesse proche de celle de la lumière. Mais le professeur Johnson a la chance d'être témoin des effets bizarres de la vitesse de la lumière. Tandis que sa vitesse se rapproche de celle de la lumière, sa vision du monde change complètement. Ce que je vois quand je me déplace à une vitesse proche de celle de la lumière, c'est que les formes devant moi se distordent par rapport à celles qui sont au quotidien. Tout est tordu dans une sorte de tunnel et les couleurs se distordent aussi, de différentes manières. Le changement de couleur vient de l'effet Doppler, et les déformations viennent d'un phénomène connu sous le nom d'aberration. Cette distorsion est quelque chose de similaire à ce que vous verriez si vous étiez en train de conduire sous une pluie diluvienne. Immobile, vous ne verriez que la pluie tombant tout droit si vous regardiez dehors par la fenêtre, alors que si vous vous déplaciez dans la tempête, vous verriez la pluie apparaître inclinée vers vous à la suite de votre mouvement. C'est ce que vous obtenez quand vous vous déplacez à une vitesse proche de celle de la lumière vers des objets qui sont devant vous. Il n'est pas nécessaire de voyager à une vitesse proche de celle de la lumière pour expérimenter les distorsions provoquées par un mouvement à travers le temps et l'espace. Nous les observons à chaque minute de la journée. Des distorsions produites par la barrière de la vitesse de la lumière se produisent tous les jours dans notre vie. Mais les effets en sont si infimes que nous ne pouvons les percevoir. Dans un monde qui se meut lentement, la vitesse de la lumière provoque d'autres phénomènes étranges que nous percevons parfaitement. La vitesse de la lumière peut être une constante, mais seulement dans le vide spatial. Quand la lumière se déplace à travers des éléments comme le verre ou des fluides, elle ralentit sensiblement. Si ce n'était pas le cas, les télescopes et notre sens de la vision seraient impossibles. Mais que se passerait-il si la lumière ralentissait encore davantage, si sa vitesse devenait nulle ? La lumière se déplace à 300 000 km/s. C'est une constante universelle, mais qui comprend un bémol. Cela n'est valable que dans le vide spatial. La lumière change de vitesse selon le milieu où elle se déplace. Par exemple, elle est plus lente à travers l'eau. C'est pour cette raison que l'on peut observer sa réfraction, sa déviation et ses ondes quand on est sous l'eau. La vie telle que nous la connaissons serait très différente si la lumière ne se propageait pas à des vitesses différentes selon les matériaux. Par exemple, nous ne pourrions pas voir car nos yeux ne fonctionneraient pas de la même manière. Dans un univers où la lumière se déplacerait à la même vitesse, quel que soit le matériau traversé, nous saurions peu de choses sur le monde qui nous entoure. Nous ne verrions que de vagues taches obscures ou lumineuses. En effet, nos yeux contiennent des lentilles qui font le point sur les images qui s'offrent à nous et les projettent sur nos rétines, tout comme les lentilles prothétiques qui ralentissent la lumière lorsqu'elles les traversent. Mais pourquoi ? Parce que la lumière est absorbée par les atomes du verre et renvoyée ensuite. Il y a donc un laps de temps intermédiaire. La lumière frappe un atome qui vibre et la renvoie. Il y a donc un facteur de délai. C'est ce facteur qui provoque aussi la courbure de la lumière lorsqu'elle frappe le verre en forme de lentille. Elle peut ainsi être concentrée, collectée et magnifiée. Pour les astronomes qui étudient l'univers, rien n'est plus important.
Heureusement que la lumière ralentit en traversant le verre, car c'est grâce à cela que nous avons des télescopes. S'ils sont là, c'est parce que comme la lumière décrit une courbure en traversant le verre, nous pouvons concentrer de grandes quantités de lumière en un seul point. Et c'est cela qui nous permet de voir les merveilles de l'univers. À travers les lentilles et les télescopes, la lumière se déplace à une vitesse d'environ 200 000 km par seconde. Cela correspond aux 2/3 de sa vitesse dans le vide spatial. Mais certains spécialistes cherchent à utiliser la lumière à des vitesses encore plus faibles. Dans son laboratoire sur le campus de l'université d'Harvard, Lin Hao a ralenti la lumière au point extrême, jusqu'à 0. Bien sûr, la lumière est incroyablement rapide. Rien ne va plus vite que ces 300 000 km par seconde. Nous pensons que c'est une vitesse exceptionnelle et qu'il faut essayer d'en faire quelque chose. Lin Hao et son équipe travaillent dans un laboratoire rempli de lasers, de miroirs, de prismes et d'autres outils étranges. Ils exercent ici une branche de la physique où peu de spécialistes se sont aventurés. Si nous arrivons à transformer aussi radicalement la vitesse de la lumière, par exemple en la ramenant à la vitesse d'un vélo, nous pourrons ensuite commencer à tester des zones de l'univers où personne n'est encore jamais allé. Dans le labo de Lin Hao, on ralentit la vitesse de la lumière en dirigeant des lasers sur 2 nuages microscopiques de gaz de sodium, refroidis à quelques milliards de degrés en dessous du zéro absolu. Un laser de contrôle frappe les 2 nuages et les prépare à l'action. Puis une brève décharge de lumière est tirée vers le premier nuage. Elle est bloquée par le gaz et ralentit jusqu'à atteindre une vitesse de quelques kilomètres par heure. La décharge de lumière mesure 1 km de long dans l'espace libre. Elle se comprime comme un accordéon en entrant dans le nuage d'atomes et finit par mesurer seulement 0,02 mm. C'est moins que la moitié de l'épaisseur d'un cheveu. C'est tellement petit qu'elle va finir par se fondre totalement dans le nuage. Lin Hao dit que l'empreinte atomique de la lumière dans le nuage de sodium est une copie parfaite, noyée dans les atomes, de l'impulsion originelle de lumière. Elle peut ensuite être arrêtée dans l'espace libre entre 2 nuages avant de repartir. Quand elle entre dans le second nuage, un autre tir du laser de contrôle la redéploie à sa taille, forme et vitesse originale de 300 000 km par seconde. Cette manipulation est comparable à la téléportation de la science-fiction, capable d'envoyer individus et objets dans l'espace. Dans ces expériences, nous arrêtons l'impulsion lumineuse dans une partie de l'espace, nous lui redonnons vie ailleurs et la replaçons sur son chemin initial. Depuis que la lumière peut transporter une information, cette technologie futuriste ouvre la voie à des ordinateurs qui seraient basés sur la lumière et pourraient se passer de puces et de câbles. L'information serait lue directement à partir de la lumière, plus rapidement, de façon plus compacte et plus sûre qu'avec les outils dont nous disposons aujourd'hui. Mais le plus grand rêve des spécialistes se trouve à l'autre bout du spectre. Face à la vitesse de la lumière, nous sommes toujours comme devant un mur infranchissable. Einstein a dit que nous ne pourrions jamais dépasser cette limite. Mais l'histoire est pleine de choses impossibles qui sont devenues réalité. Serons-nous capables de rejoindre les étoiles dans des vaisseaux plus rapides que la lumière? Et dans ce cas, quand? En avril 2008, le célèbre physicien Stephen Hawking a demandé que l'humanité ait pour but à long terme de coloniser l'espace et de faire un voyage interstellaire. Se déployer dans l'espace changera complètement l'avenir de l'humanité et sera peut-être déterminant pour assurer notre survie. Les étoiles sont tellement éloignées que notre seule chance de pouvoir accomplir un voyage est d'aller plus vite que la lumière. Mais il y a un obstacle.
La théorie de la relativité d'Einstein nous dit que la masse d'un vaisseau spatial est proche de l'infini quand il se déplace à une vitesse proche de celle de la lumière. Donc, en essayant d'aller de plus en plus vite, on atteint un point où il faut de plus en plus d'énergie, et même une quantité infinie d'énergie pour aller à la vitesse de la lumière. C'est impossible. Donc, voyager à la vitesse de la lumière est impossible. En est-on vraiment sûr? Mark Millis est l'un des rares physiciens à avoir décidé de ne pas jeter l'éponge. Spécialiste de la propulsion à la NASA, il aime construire des maquettes de vaisseaux spatiaux à ses moments perdus. Et il est conscient de susciter les rires lorsqu'il parle très sérieusement de voyager vers les étoiles. Ces moqueries sont en fait une réponse très saine. Ce scepticisme oblige à se poser les vraies questions, à être sûr que l'on procède correctement. Mark Millis était à la tête d'un projet de la NASA qui a été abandonné, le programme BPP, Programme de physique avancée des propulseurs. Il a également supervisé un livre qui rassemble les recherches sur ce sujet. Une trentaine de physiciens ont écrit des articles à ce sujet. Certains sont sceptiques, d'autres suggèrent de nouvelles méthodes. Personne ne dit que nous serons très bientôt capables de voyager plus vite que la lumière. Mais dans plusieurs siècles, dans un millénaire, on y arrivera peut-être. Tous les physiciens sont d'accord. Il est impossible de traverser l'espace plus vite que la lumière. Mais on peut peut-être dévier le problème en altérant l'espace au lieu de le traverser. Même les spécialistes de la NASA étudient la possibilité de plier l'espace, d'y pratiquer un trou, de bâtir un tunnel qui traverserait l'espace et le temps. C'est l'idée des trous de verre, courber l'espace sur lui-même et prendre un raccourci à travers l'univers. À quoi ressemblerait une machine à courber l'univers? Elle serait sans doute monumentale. Ce pourrait être une installation placée sur un nombre immense d'astéroïdes disposés en une sphère géante. Il faudrait une batterie de rayons laser afin de concentrer une énergie fantastique en un seul point. Il faudrait atteindre des températures incroyables, les plus hautes énergies que nous ayons dans notre univers pour ouvrir un trou, une bulle, un passage vers un autre univers. Il y a une autre façon de transformer l'espace pour nous déplacer plus vite que la lumière. C'est le voyage supraluminique. Miguel Alcubierre a été le premier à écrire à ce sujet en 1994. Alcubierre, physicien mexicain, a effectué les calculs retraçant le parcours d'un vaisseau interstellaire propulsé par un temps spatial supraluminique. Derrière le vaisseau, l'espace-temps est en expansion. Devant le vaisseau, l'espace-temps se contracte. Entre les deux, le vaisseau se déplace comme un surfeur. Le vaisseau lui-même est placé à l'intérieur d'une bulle et l'espace autour de lui le propulse plus vite que la lumière. Mais il faudra attendre des siècles avant d'accomplir un voyage supraluminique, si toutefois cela s'avère possible. En Suisse, les physiciens qui travaillent sur le grand collisionneur de Hadron sont peut-être déjà sur la bonne voie. Aujourd'hui, le grand collisionneur de Hadron est un destructeur d'atomes. Il fait entrer en collision des particules. Il va générer des énergies importantes que l'espace et le temps vont courber. C'est le premier petit pas vers le voyage supraluminique. Nos connaissances actuelles dans le domaine de la physique ne nous permettront pas de voyager plus vite que la lumière dans un avenir prévisible. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas essayer. Même si voyager à la vitesse de la lumière s'avère impossible, on ne peut pas abandonner l'idée. Ce serait une vraie défaite. À côté de son travail à la NASA, Millis a créé une fondation à but non lucratif, Taux Zéro, qui signifie vitesse de la lumière. Elle est destinée à encourager les recherches sur le voyage interstellaire. Seuls quelques spécialistes poursuivent cette idée, mais beaucoup s'accordent à dire que cela vaut la peine de déployer cet effort. Comprendre son univers est un des besoins essentiels des êtres humains en tant qu'espèce intelligente. Alors, devons-nous continuer nos recherches sur les technologies et les principes physiques qui nous permettraient peut-être de voyager plus vite que la lumière? Même si nous ne découvrons jamais le moyen de voyager plus vite que la lumière, nous pouvons découvrir des tas d'autres choses très utiles. Et si la science constatait que la barrière de la vitesse de la lumière était infranchissable et le voyage interstellaire impossible? Cela donnerait une toute autre importance au vaisseau spatial sur lequel nous vivons, la Terre.
Cela nous obligerait à utiliser notre technologie pour la préserver, puisque nous sommes ces éternels passagers dans notre voyage à travers l'univers.